Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre encore une fois le rendez-vous de Club Média 7, l'émission qui reçoit les journalistes, éditorialistes, analystes et chroniqueurs politiques pour le décryptage de l'actualité de la semaine écoulée. Et je reçois ce dimanche Ganiou Ayinde, chroniqueur politique. Ganiou Ayinde, bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir. Avec nous également pour passer au pays fin les faits saillants de l'actualité de cette semaine, qu'elle soit nationale ou internationale, Francis Eloge Attadé, analyste politique. Francis Eloge Attadé, bonsoir. Bonsoir. Quelques soucis techniques avec la revue de presse, on va donc y aller directement avec la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Ganiou Ayinde, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt, je présume, la naissance du nouveau parti, Union progressiste, le renouveau, fruit de la fusion entre l'Union progressiste et le désormais Est-Parti du renouveau démocratique. C'est une belle initiative. Quand on sait que la réforme du système partisan vise à créer de grands ensembles qui soient d'envergure nationale, donc l'Union progressiste se mettre ensemble avec le PRD, un parti historique, pour donner naissance à l'Union progressive, le renouveau. Ce n'est que la suite logique de ce que nous attendons, parce que il y a une forme de changement du paysage politique aujourd'hui. Donc les acteurs doivent travailler à se mettre ensemble désormais pour que nous ayons des offres politiques assez pertinentes dans le pays. Un nouveau parti pour de nouveaux défis, pour une lutte commune. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, ce revirement du Parti du renouveau démocratique qui a longtemps résisté aux avances des deux blocs, à savoir l'Union progressiste et le bloc républicain? Je crois qu'à l'issue des élections, le PRD a dû évaluer évidemment ses forces et ses faiblesses. Et vous savez que dans le code électoral, il y a eu des chicanes, en fait, des barrières qu'il faut franchir. Les 10%. Hein, c'est difficile. Et puis le PRD certainement, après avoir fait l'analyse, a compris qu'il vaut mieux qu'il s'engage dans un mariage pour pouvoir réussir à élire, à capter des postes et puis à avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Donc je crois que pour la vie politique qui doit s'inscrire dans la durée, il vaut mieux aller dans de grands regroupements pour de grands défis à relever. Donc le mariage entre l'Union progressiste et le PRD, c'est un mariage de raison, parce que les deux forces, vous savez que l'Union progressiste a beau faire la pluie et le beau temps, l'Union progressiste a eu la suprématie sur l'échiquier politique, mais l'Union progressiste sait bien qu'elle a des faiblesses, notamment dans l'Ouémé et dans le plateau. Mais il se fait que le PRD est resté presque maître. Si c'était les 10%, le PRD aurait pu avoir des députés à l'Assemblée nationale, et même des maires. Mais il se fait qu'ayant évalué les forces et les faiblesses, les deux partis qui accompagnent le chef de l'État actuel estiment qu'il vaut mieux qu'on mutualise les énergies, les forces, dans l'atteinte des résultats plus efficients. Donc ce mariage est un mariage de raison, c'est juste, c'est noble. Reste simplement à souhaiter que dans le cadre des positionnements, que les divergences soient aplanies et que la raison puisse primer sur les petits problèmes qui seront peut-être, qui vont survenir. Mais je sais que fort de l'expérience des deux, l'expérience du professeur Diogbenou et de l'expérience du maître Adrien Ngwedi, les deux partis pourront faire long chemin. Et ces propos que l'on retient du discours d'Adrien Ngwedi au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, je le cite, « Joseph Diogbenou, nous l'avons fait. Cela n'a pas été facile, mais nous l'avons fait. Si c'était si facile, d'autres l'auraient fait avant nous. » Fin de citation. Décryptage? Ce n'est pas si évident que ça, que ces deux partis politiques se mettent ensemble. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le PRD tenait à ses attributs et ne voulait pas surtout perdre son logo. Et ce n'était pas donné que l'Union progressiste, étant le parti le plus fort sur l'échiquier national, accepte ce compromis-là. Donc, et puis, au sein des partis, il y a forcément des velléités, des résistances, et que ces deux leaders aient trouvé les moyens nécessaires, la passerelle nécessaire pour pouvoir féconder ensemble aujourd'hui. Je crois que c'est de ce défi-là
dont parlait Maître Adrien Humbedi à travers cette allégorie. Allégorie, on en parle toujours. Adrien Humbedi a employé la métaphore du fabuliste relative à la grenouille et au scorpion pour insister sur la confiance qui doit prévaloir au sein de ce nouveau creuset. Non, je crois évidemment que le président Adrien Humbedi et Maître Joseph Jogbenou sont restés dans l'antichambre du président Patrice Dioma Talon. Et les deux ont œuvré, ont travaillé au vote des lois. Vous savez que la plupart des lois qui ont été votées et qui ont acté la réforme du cercle partisan ont été d'inspiration du professeur Jogbenou. Et si le président Humbedi au Parlement n'avait pas joué sur la carte, joué sur les fibres qu'il faut, nous n'aurions pas atteint ces résultats. Donc les deux se connaissent plus ou moins. Ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses. Ils savent combien de coups ils se sont donnés, parce qu'en politique, on se donne des coups aussi, parce que quand le président Humbedi était là-bas, animait, et trouvait que c'était terminé, que la loi était votée, quelqu'un s'est trouvé au Parlement pour lui dire que non, mais la période de pluie sera aussi arrosée par la pluie. Bon, je ne vais pas revenir sur cette histoire. Mais, chemin faisant, on a compris que le PRD n'a pas pu remplir les conditions qui ont été définies dans le code électoral, si bien que le PRD n'a pas réussi à décrocher des postes, à avoir des places au Parlement et ailleurs. Alors, dans ces conditions, il faut bien qu'on s'asseye pour faire le bilan. Le PRD s'est assis et a compris qu'effectivement, il y avait des faiblesses. Et pour éviter que les chicanes qui ont été posées, les 10% et autres là, ne soient rédhibitoires, il faut faire en sorte que, bon, on se mette ensemble pour avoir des ensembles plus grands, plus cohérents, plus homogènes, mais sur la base de la confiance, parce que désormais, on se connaît. Je crois que c'est la Ligue dont vous parlez là, c'est pour dire à monsieur, à Omed Jogbenou que désormais ils se connaissent et qu'ils doivent aller ensemble, mais dans la sincérité, dans la franchise. On va s'intéresser à présent au Bloc républicain, un vent de démission sur cette formation politique. Les dernières démissions en date sont celles de Karamat Fagbohou et de l'UDBN. Moi, je perçois ces problèmes-là. Je mets ça là sous le coup de la croissance de la réforme. C'est une crise de croissance. Il y a des difficultés, certes. Vous ne pensez pas que la réforme soit éprouvée? Non, je ne pense pas, parce que même si les acteurs jouent leur suivi sur l'eschiquier politique, et donc chacun cherchant l'échappatoire, la porte de sortie nécessaire pour pouvoir mieux se positionner et conserver ses intérêts, ses avantages, ses privilèges, je pense que pour tous ceux qui attendent que la réforme soit une réussite à 100%, moi y compris, il nous faudra attendre encore quelques temps. Parce que nous sommes dans un processus et d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, et nous allons saluer ce que nous faisons aujourd'hui. Mais revenons donc aux difficultés que nous observons sur le terrain, surtout avec le Bloc républicain. On perçoit dans cette démission, dans ces vagues de démission, qu'il y a aussi un problème de management des hommes à l'intérieur de ce parti. Sinon, comment comprendre qu'un parti comme le Bloc républicain, qui aspire à devenir le parti le plus grand, enfin, c'est les ambitions affichées, et qui ait été en alliance ou en fusion avec un autre parti. Le processus était en cours, ça a été annoncé avec FAST, et que 10 mois après, alors même que nous sommes à 4 mois d'une élection importante, qu'il y ait départ, qu'il y ait suspension donc, du protocole d'accord. Cela voudra dire que les responsables du Bloc républicain n'ont pas pris toute la mesure de la situation, n'ont pas travaillé à faire en sorte que la confiance règne et que les petits problèmes soient aplanis à l'intérieur. Vivement que la solution soit trouvée pour que, parce qu'on a parlé de bien, on a bien parlé de suspension. Ça suppose que l'épouse qui a imposé une séparation de corps peut revenir toujours dans le foyer. Quitter au mari de trouver les moyens pour l'y amener. Francis Lojatade, jetez-vous le même regard sur cette actualité? Nous, je suis heureux que les derniers développements de l'actualité politique nous permettent au moins de faire une comparaison. Vous avez vu le mariage, la fusion UP et PRD. Alors, le format n'est pas le même que celui qu'on a vécu avec l'UDBN et le Bloc républicain. Donc, dans ces conditions, on peut forcément en déduire qu'il y avait des problèmes. Ça veut dire que ça n'a pas été bien mûri et les garde-fous n'ont pas été mis. Si bien que les discours maintenant vont dans tous les sens. C'est regrettable.
il n'y a pas que l'UDBN, il n'y a que Mme Kalamatou a quitté, il y a Abimbola qui a quitté. Bon, la saignée est forte. C'est vrai qu'après la saignée, c'est possible qu'il y ait encore un remembrement, ce qui est souhaitable. On a vu Mouel, Mouel aussi à un moment donné a beaucoup saigné. Donc les grands acteurs ont quitté. Bon, tout récemment, c'était à Glazoué qu'il y a eu des responsables importants qui sont partis de Mouel. Mais j'apprends encore que Mouel est en train de se reconstituer et renforcer ses acquis pour aller à la conquête des postes en janvier 2023. Vous espérez la même chose pour le BR? Oui, je crois qu'en fait, pour le BR, il y a un véritable problème de coordination de l'action et de management des ressources. C'est tout. J'ai eu la chance évidemment de côtoyer les grands acteurs du bloc républicain et j'estime qu'il y a un petit problème qu'il faut régler. Parce que j'ai le sentiment que tout le monde, chacun est libre de prendre les décisions. Il n'y a pas une véritable coordination. Mais le paradoxe, c'est que le secrétaire exécutif national, qui passe en fait de fait comme le chef du parti, est quand même coordinateur de l'action gouvernementale. Ça veut dire qu'il y a une expertise qui peut transposer à ce niveau. Même si techniquement, tout n'est pas jouable sur un terrain politique, parce que la politique, évidemment, a ses règles, a ses jeux, et il faut avoir de la finesse et du flair. En politique, il faut avoir du flair, en fait. Et le chef doit pouvoir avoir du flair. S'il y a du flair, il doit sentir venir ces dangers. Et il doit avoir ses services de renseignement, parce qu'on ne peut pas être chef d'un parti politique sans avoir les renseignements. On doit pouvoir anticiper, puisque c'est les informations. Le pouvoir n'est rien d'autre que l'information qui vous parvient pour des décisions promptes, pour que vous soyez dans la proactivité. Or, il se fait que j'ai senti une torpeur et j'ai senti aussi qu'au niveau du bloc républicain, ce n'est pas aussi coordonné comme ça se passe au niveau de l'Union progressiste. Donc, il y a que le président Abdoulaye Tchane doit accepter qu'il y ait des débats de vérité à l'intérieur du parti pour qu'on puisse aller à une nouvelle reconstitution, en fait. Il faut remembrer le bloc républicain si tant il est vrai que ce bloc veut être un parti fort. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une nouvelle donne. L'introduction de l'argent public dans le système partisan. Le financement public des partis politiques. Or, ça facilite l'animation de la vie politique au parti. Si vous n'avez pas rempli les critères qui vous permettent d'être éligible à ce financement, vous ne pourrez pas continuer à animer la vie politique durablement. Donc, d'où la nécessité d'aller au grand regroupement. Et c'est à cela que j'appelle le bloc républicain. Sinon, de jour en jour, on sent que le bloc républicain se fragilise. Or, cette fragilisation du bloc républicain va l'obliger forcément à aller à une autre fusion avec l'Union progressiste parce que le chef de l'État veut toujours être accompagné par un grand bloc. Son souci au début, c'était un grand bloc qui doit pouvoir l'accompagner. Bon, maintenant, nous sommes allés à des partis siamois, mais qui fonctionnent très mal. Il arrive aussi que même les jumeaux, après une grossesse gémellaire, même homozygotes, les jumeaux, il y a des phénomènes qu'on retrouve, mais il y a des talents qu'on retrouve de l'autre côté. Donc, il faut évidemment que l'État aussi ait la patience d'avoir un discours de vérité avec le bloc républicain pour que les acteurs acceptent eux-mêmes de faire l'introspection pour engager de nouvelles actions qui permettront au bloc de se repositionner sur l'orbite des partis émergents. De son côté, Mouel Bénin résiste pour le moment à la phagocytose politique. Le parti a encore enregistré des adhésions au cours de la semaine écoulée. Curieusement, contrairement à ce que beaucoup de personnes semblent penser de ce parti qui a choisi de tracer son chemin, sa voie, au lieu d'aller fusionner avec les deux blocs qui sont à l'Assemblée nationale, je pense, moi, que c'est une alternative politique crédible. Parce que c'est un parti qui se construit autour des jeunes, c'est un parti dont l'animation sur l'échiquier politique s'observe, c'est un parti qui travaille dans le silence avec méthode. Maintenant, la question c'est de savoir si il réussira à répondre aux exigences de la loi. Et cette question-là, nous ne pouvons la vérifier qu'en janvier 2023. Mouel Bénin, le parti va-t-il perdurer dans l'espace politique? Non, je crois qu'évidemment qu'il faut que le président du Mouel accepte qu'il y ait des personnes ressources qui restent au couvent pour le conseiller.
Il a toujours voulu aller aux élections présidentielles, c'est vrai. Il a voulu participer aux consultations électorales, c'est vrai. Mais est-ce que le chef de l'État qui l'accompagne est d'accord sur le principe? Parce que Mouel est constitué de jeunes cadres. Or, Mouel, je doute fort que Mouel ait rempli toutes les conditions, en fait, le maillage territorial. Est-ce qu'il y a l'ancrage qu'il faut? Vous avez suivi la guerre qui est entre Mouel et l'Union progressiste d'hier au sujet de la sensibilisation quand il y a eu la cherté de la vie. Alors Mouel n'a pas été associé dans cette circonscription par l'Union progressiste et s'en est offusqué. Vous avez entendu les déballages du président Jacques Ayadji. Donc je trouve que ça veut dire que si les membres de l'Union progressiste, il y a eu des attaques de personnes entre l'honorable Orden Aladati et Jacques Ayadji. Bon, c'était pas agréable. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne sais pas si Mouel a évalué évidemment son potentiel, ses capacités réelles, ses forces réelles d'action. Il ne suffit pas d'aller à une élection pour une élection. On va à une élection pour gagner. Est-ce que les critères qui ont été définis dans le code électoral, les critères qui sont définis aujourd'hui pour qu'on puisse être éligible à certains postes à l'Assemblée nationale, pourraient être remplis par Mouel, de sorte que Mouel ne fasse pas piètre figure. C'est vrai que la Mouel, on en a besoin dans les eaux pour être en forme. Mais il faut évidemment que Mouel sache les limites, évidemment, de sa puissance. Quand on est jeune, on est enthousiaste, on est fougueux. Mais actuellement, le paysage est tel que c'est des grands ensembles plus homogènes. Mouel, à mon sens, aurait pu aller à l'Union progressiste et former une bonne famille pour une bonne marche, pour accompagner le chef de l'État afin qu'il puisse mettre en œuvre méthodiquement, pacifiquement et harmonieusement son PAG 2. Le PAG 1 et la compagnie. Quelle que soit la maturité de la réforme, il faut toujours quand même des partis satellitaires. Oui, je crois que les difficultés dont parlait M. Attadé sur le terrain, parlant de Mouel Bénin, ne sont pas forcément exclusives à ce parti. Parce que, qu'on le veuille ou pas, sur le terrain, les deux partis, l'Union progressiste, ancienne formule, et Mouel Bénin, se voient en concurrent. Et donc, c'est normal que parfois, qu'il y ait des situations qui puissent fâcher un camp comme un autre. Peut-être que demain, c'est Mouel Bénin qui poserait des actes en tant que formation politique et dont l'Union progressiste, le renouveau, s'offusquerait. Donc, juste à ce que nous évaluons la capacité de Mouel Bénin à s'imposer, à travailler sur le terrain, ce sont les échéances électorales qui nous donneront raison. On ne peut pas d'ici préjuger de leur capacité, parce que ce sont des cadres qui réfléchissent, qui ont décidé de créer un parti, qui sont dans les sphères du pouvoir. Et je crois que si depuis des années, l'option faite n'est pas celle d'aller se fusionner dans un parti politique, c'est tellement qu'ils construisent quelque chose, qu'ils ont évalué leur capacité. Donc, moi, je pense que si la décision reste de tracer leur propre chemin, nous mesurerons cela en janvier 2023. Nous sommes justement à quelques encablures des législatives de 2023, mais juste là, aucune adhésion à un parti de l'opposition. Pourquoi? Il faut avouer que ce n'est pas facile de faire l'opposition non plus. Vous savez qu'un acteur politique d'une grande facture a dû dire que c'est fini, je ne ferai plus jamais l'opposition. Parce que vous savez qu'il a failli avoir la certification ISO dans l'opposition. C'est une question de conviction quand même. Non, les convictions n'existent pas ici parce que c'est une question de survie politique au Bénin. Et les acteurs politiques n'ont pas encore atteint cette maturité. Et le chef de l'État est en train d'introduire des réformes pour pouvoir provoquer des changements disciplinaires au niveau du paysage politique. Et les partis qui ne vont pas se mettre en règle pour être conformes aux exigences et aux critères du code des routes là seront contraints à disparaître. De sorte que nous ayons des partis responsables et un nouveau personnel politique capable cette fois-ci maintenant d'avoir des convictions réelles, idéologie et puis alternatives et des propositions pertinentes qui vont dans le sens du bien-être des populations. Donc, autrefois, on fait la politique par parade. On intimide un peu et puis celui qui est là, vous comprenez, vous négociez. Pourquoi la création de blocs au sein de l'opposition pose problème? Non, mais il faut avouer évidemment que c'est difficile parce que, avant, vous savez que c'était celui qui avait
le levier économique qui... La bourse. Oui, voilà, c'est ça. Parce que quand vous avez une surface politique, quand vous avez une surface financière, vous déterminez la politique. La main qui donne ordonne. C'est ce qu'on dit, non? Alors, celui qui a l'argent, c'était lui le meilleur acteur politique. Or, de plus en plus, l'argent se raréfie. Ça fait que même les acteurs politiques n'ont plus l'argent pour perfuser financièrement l'électorat. Donc, dans ces conditions, aller vers l'opposition, c'est un peu comme aller à la sécheresse. Vous voyez que dans cette condition, il faut avoir des convictions fortes pour aller à l'opposition aujourd'hui. Or, les acteurs de l'opposition aussi animent des suspicions fortes. Tantôt, ils trouvent parmi eux-mêmes des taupes, des fumistes, des trucs comme ça, si bien qu'ils ont du mal à se regrouper, parce qu'ils se disent qu'il y en a qui ne sont pas sérieux et autres là. Or, ils n'arrivent pas, n'ayant pas réussi à transcender les divergences, à taire leurs querelles, ils ne peuvent pas se mettre en bloc pour définir une plateforme d'action. Et il se fait que vous savez qu'au sein de l'opposition, il y a un bicéphalisme. Il y a FCBE qui a le lead de l'opposition, mais qui n'est pas accepté par les démocrates et puis les autres partis satellitaires de l'opposition qui sont autour. Si bien qu'actuellement, c'est FCBE qui veut faire cavalier seul et les autres sont en train de tenter en fait certains regroupements. Je souhaite que cela prospère pour que l'opposition en fait soit réelle. Vous savez que dans une bonne démocratie, il faut bien que nous ayons une mouvance, mais à côté, une opposition qui porte la contradiction, qui permet à la mouvance d'améliorer la gouvernance. Et effectivement, Ganou Aïndé, de quel mal souffre l'opposition béninoise? L'opposition béninoise souffre de son incapacité à se parler avec vérité, à se parler avec franchise, parce que on ne peut pas comprendre qu'après tous les revers politiques, ces formations politiques ont connu, qui n'est pas à l'esprit aujourd'hui de se mettre ensemble véritablement pour mener le combat politique. L'émiettement n'a jamais donné des résultats. Et l'exemple donné, c'est le chemin indiqué depuis que la réforme sur le système partisan a été actée. Donc, malheureusement, nous sommes avec des acteurs qui se font des guerres de personnes, c'est des débats tout le temps, des débats d'ego. Il y a une certaine classification, un étiquetement de ceux qui répondent aux critères du bon opposant, et puis il y a les taupes, les mauvais opposants, les marionnettes que le pouvoir en place utiliserait contre leurs intérêts. À un certain moment, il faut que les gens s'arrêtent et arrêtent de nourrir la polémique pour engager une action politique cohérente, sincère. Sinon, en 2023, nous reviendrons toujours au débat de « nous avons été exclus ». Il y a les chicanes telles que M. Attadé le disait dans le code électoral et qui pose les exigences. Et il n'est pas garanti que même les démocrates puissent avoir les 10%. Ils peuvent en avoir l'ambition aujourd'hui, mais sur le terrain, ce n'est pas évident que ça soit joué comme une carte. C'est quelque chose de facile. Donc, il est dans leur intérêt de se mettre ensemble parce qu'en face, il y a un pouvoir organisé, structuré, méthodique qui, depuis 2019, indique le chemin. Et si l'opposition veut exister, veut peser dans le débat politique, elle devra se parler, laisser de côté les débats d'ego et de logo. On reste avec vous pour évoquer un autre sujet qui aura marqué l'actualité de cette semaine. C'est l'acquisition d'un hélicoptère de combat par le gouvernement de Patrice Talon, qui est résolument engagé contre le terrorisme. Méthodique, pragmatique, nous avons un gouvernement qui sait prendre la mesure de la situation. Vous savez que le Bénin a été longtemps épargné par ce fléau. Malheureusement, nous avons été, au cours de cette année, été touchés par cette nébuleuse dans certaines parties de notre pays. Et le gouvernement, le chef de l'État que nous avons, a dû prendre conseil certainement près des gens, a dû travailler à faire en sorte qu'on puisse lui proposer des mesures tout en travaillant en collaboration avec les autres pays, parce que le terrorisme n'est pas forcément lié à nous.
Donc, je pense que le gouvernement a pris la mesure de la situation et je crois que des mesures efficaces sont en train d'être trouvées. Nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons que nous réjouir de ce qui est fait là parce que ça donne le sentiment que le mal est là, mais on n'a pas croisé les bras. Plus de 20 soldats béninois ont perdu la vie, plusieurs autres blessés. Cette acquisition va permettre de mieux endiguer, de mieux contrer le phénomène qu'est le terrorisme. Oui, je crois que c'est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Vous savez que le mal terroriste sévit partout, hein, et chaque pays de l'Afrique de l'Ouest, et même au-delà, est en train de réfléchir sur les mesures les plus efficaces, les plus efficientes à adopter. Une action concertée est en vue pour aider à contrer le mal djihadistes et terroristes, mais il faut avouer que l'acquisition de ce matériel, en fait, parce que ce que nous avons, c'est le matériel inadapté. Au début, les terroristes ont commencé par frapper, et puis vous savez qu'après la frappe de Dassari, là, vous avez vu comment est-ce qu'ils sont entrés dans un commissariat, et puis c'était pas agréable. Le chef de l'État était en tournée à l'époque, une tournée européenne, à la recherche de l'expertise européenne et du matériel. Je crois que maintenant que nous avons le matériel dédié à cela, l'équipement dédié à cela, on peut maintenant endiguer le mal. On peut être sûr que désormais, les terroristes sauront que nous avons des méthodes de riposte efficaces. Alors, à grande situation comme celle-là, il faut de grandes mesures. Au grand mot, les grands remèdes. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, il faut avouer qu'évidemment, on peut s'assurer que le gouvernement se préoccupe de la sécurité des citoyens et se préoccupe de la paix, parce qu'il faut créer les conditions de paix afin que le chemin de développement soit emprunté par tous. Le décryptage de l'actualité hors de nos frontières, c'est dans la rubrique Interactu. Francis Lojatade, un nouvel effondrement au port de Beyrouth, au Liban. Après celui de 2020, on a enregistré plus de 200 morts et 6500 blessés. Oui, je crois que c'est dommage, c'est regrettable. Ça fait la deuxième fois. Je crois que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Il y a normalement une enquête devait être lancée. Une enquête qui connaît des obstructions politiques de la part des autorités, mais oui, qui ne veulent pas la voir aboutir. Mais c'est une question de responsabilité. Et il faut que le gouvernement assure ses responsabilités. Parce que là, le gouvernement a l'obligation, le gouvernement libanais a l'obligation d'assurer la sécurité à tous les citoyens. Or, par deux fois, vous voyez que c'est presque l'hécatombe. Les dommages matériels, c'est pas grave, mais les pertes en vies humaines, c'est pas la première fois. Donc, il faut évidemment que le gouvernement prenne ses responsabilités et assure de façon légale disons que le gouvernement doit assurer légalement les responsabilités qui sont les siennes et faire en sorte que le pays retrouve le chemin de la paix. Parce que là, il se trouve que ces actes qui se multiplient dénotent d'une légèreté dans la conduite des affaires de l'État. Je ne veux pas dire plus parce que c'est notre gouvernement. Je ne sais pas ce qu'ils vivent, mais pour moi, en tant qu'observateur de la vie nationale et internationale, j'estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout au Liban. Le gouvernement fuit ses responsabilités ou le gouvernement est complice des actes, ce qui est regrettable. Mais dans ces conditions, le gouvernement doit identifier les responsables et frapper pour corriger afin que cela ne se reproduise plus. Car c'est l'économie qui en prend un coup et c'est les vies humaines qui en prennent des coups, ce qui n'est pas rélusant. Donc la responsabilité et le serment qui a été prêté par les dirigeants doit être respecté. Et en cas de parjure, je crois qu'il faut qu'ils déposent le tablier. Gani Waïndé, à l'origine du drame, un entrepôt abritant des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans précaution. Vous savez, le Liban, c'est un paysage assez complexe et c'est les difficultés dont parlait M. Attadé étaient les mêmes difficultés qui ont amené l'ex-premier ministre Saad Hariri à démissionner. Et le nouveau Premier ministre n'a pas la tâche facile non plus. Vous savez, il transparaît dans ce paysage-là une guerre symétrique entre les chiites, les sunnites, avec la présence perturbatrice du groupe Hezbollah. Tout ça rend des clivages historiques. Donc, ce n'est pas si évident que ça quand on parle de responsabilité, plus de responsabilité du gouvernement, parce que c'est
plusieurs groupes parlementaires qui proposent la formation du gouvernement, et il suffit qu'un groupe ne soit pas content pour que le gouvernement soit déstabilisé, etc. Donc, c'est un paysage si complexe que nous ne pourrons que souhaiter que ces acteurs-là puissent se retrouver pour indiquer le chemin de sortie de crise. Parce que, il faut pas dire, le Liban n'a pas été épargné ces dernières années. Vous savez, nous venons 2020, il y avait déjà un effondrement, une explosion. Il y a eu la crise de Covid-19 et là, alors que ce pays travaillait à se remettre sur pied économiquement, voilà que notre drame survient. C'est très compliqué et vivement que le Premier ministre actuel puisse avoir les mains libres pour pouvoir diligenter une enquête et trouver véritablement les causes de cette drame perpétuelle. Toujours à l'international, mercredi dernier, l'Ukraine a célébré ses 31 ans d'accession à la souveraineté internationale, ce qui coïncidait curieusement jour pour jour avec 6 mois de combat contre la Russie. Oui, je crois que je suis bien peiné d'apprécier cette situation parce que la guerre russo-ukrainienne, dont les effets collatéraux pénalisent nos économies, n'est pas une guerre à célébrer. Je trouve qu'évidemment, nous devons aller dans le sens de l'apaisement et appeler les acteurs. À l'occasion de la célébration, évidemment, je crois que le président ukrainien doit pouvoir s'interroger lui-même. Il faut une saisie interne pour voir quels sont les objectifs qu'il poursuit et quel est l'intérêt en fait de la guerre. Parce que la Russie n'est pas intervenue par hasard et la Russie n'a pas voulu faire une guerre nucléaire en fait. La Russie peut-être joue sur l'épuisement. La Russie a tellement de moyens parce que quand vous voyez l'arsenal qui est là disponible, la Russie n'a pas encore sorti le tiers. Bon, dans ces conditions, c'est que la Russie veut régler un problème. C'est le contexte géopolitique international est en train de connaître une profonde mutation. Et en fait, c'est la suprématie des États-Unis qui est éprouvée. Parce que vous savez qu'à la fin de la guerre froide, en 1990, le monde est unipolaire. C'est les États-Unis qui régentent le monde. Or, l'Union soviétique, qui s'est effondrée en 1991, n'est pas partie entièrement. La Russie a continué à garder la querelle et a pris son temps pour préparer, évidemment, sa riposte. Aujourd'hui, le monde n'est plus unipolaire. C'est un monde qui veut se bipolariser à nouveau. Puisque de jour en jour, même en Afrique, vous voyez que les Russes sont en train de prendre position dans certains pays. Et vous voyez le discours des Occidentaux, le discours du camp capitaliste. Bon, donc on sent qu'il y a une division, une nouvelle guerre froide qui est en train de naître sous un format nouveau. C'est pourquoi en fait la guerre... L'histoire va-t-elle se répéter? Mais oui, parfois l'histoire bégaye. Mais il faut que les êtres humains aient la capacité de transcender évidemment le bégaiement historique et qui s'inscrivent dans la rationalité. Et c'est à cela que nous appelons les acteurs. Parce qu'en fait, c'est ceux qui nous gouvernent, qui déterminent, qui écrivent l'histoire. Alors, on ne peut pas écrire une nouvelle histoire dans de très bonnes pages avec le sang. Il vaut mieux que nous prenions conscience qu'avec le sang, on ne peut pas écrire de belles pages de l'histoire. Donc, j'appelle les acteurs à la retenue, mais aussi à la rationalité. Car nous devons bâtir un monde de paix, un monde de sécurité. Et c'est ça, tout l'intérêt des organisations des Nations Unies. L'ONU a été créée pour que la paix vienne. Mais l'ONU est éprouvée. Je constate que les acteurs qui animent l'ONU, eux-mêmes se rangent dans un camp, si bien qu'aujourd'hui, c'est une guerre qui va se dessiner entre l'OTAN et le camp socialiste, c'est-à-dire la Russie, la Chine et ses alliés. Donc, il faut que nous puissions travailler à l'apaisement. Et c'est à cela que j'appelle, normalement, à l'occasion de la célébration du 31e anniversaire, le président ukrainien doit pouvoir avoir l'honnêteté de tenir un discours d'apaisement. Car il faut reconnaître en fait sa faiblesse. Il a constaté que les alliés qui sont derrière lui ne veulent pas s'engager directement parce qu'ils savent que s'il est vrai que l'OTAN est une force nucléaire, mais il y a plus nucléaire que l'OTAN, qui n'est pas aussi en population. Donc ce n'est pas numérique. La Russie est restée seule. Il n'est que seul État, mais là-bas, la force numérique, ils sont plus d'une vingtaine, une trentaine d'États constitués, et tous détiennent l'arme nucléaire, ils n'ont pas osé affronter l'Union et la Russie. Dans ces conditions, je souhaite vivement que le président ukrainien
qui, ma foi, a un parcours, on connaît son parcours, donc on peut déjà déterminer ses perceptions. Hein, musiciens, comédiens, tout ça là, mais écoutez, mais quand on est à la tête d'un État, on a la vie de milliers de personnes. Et on doit pouvoir assumer avec responsabilité, avec un sens aigu de respect de la personne humaine. Ganiwa Aïndé, je vous voyais esquisser un léger sourire. Épousez-vous ce point de vue de Francis Lojatare? Complètement, parce que ce qui se joue en Ukraine, ce n'est pas forcément... la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine. La Russie est en guerre contre les États-Unis et contre le bloc occidental. Vous voyez, nous sommes dans une... L'Ukraine se laisse-t-elle instrumentaliser? Tout porte à croire que nous sommes dans ce sens-là. Malheureusement, aujourd'hui se joue une nouvelle guerre froide entre la Russie et puis les États-Unis et les Européens. Vous savez, cette guerre, malheureusement, cause tellement de dommages que même dans nos petits pays ici, à des milliers de kilomètres, à des millions de kilomètres de l'Ukraine, nous ressentons les surcoûts de ce conflit-là. Donc vivement que les acteurs, à l'occasion donc de cette célébration, puissent tenir un discours d'apaisement, parce que pour ce que j'entends malheureusement de l'Ukraine, la volonté d'apaiser la tension, de jouer la carte de l'humilité, la carte donc de la négociation n'est pas pour demain. Envisagez-vous la fin de ce conflit? Oui, je crois que ça, ils vont finir par se comprendre. En fait, parce que l'objectif en fait de la Russie, ce n'est pas d'exterminer les Ukrainiens. Vous savez évidemment que les Slaves, les peuples slaves, le président russe, c'est ses parents qui sont là-bas. Donc c'est pourquoi il ne peut pas raser, Hein, contrairement à ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, hein, on ne va pas enregistrer des catastrophes aussi inhumaines. Mais ce que je constate, c'est que je sais que le président russe est en train de lancer un message fort. Parce que j'ai dit que le contexte géopolitique international change. Et ce que moi je vois là, c'est la suprématie américaine qui est éprouvée. Pour désormais, les Américains sachent qu'ils ne sont pas seuls maîtres du monde. Et la Russie doit compter. C'est vrai qu'au Conseil de sécurité, ils sont 5 grands. Mais les décisions, parfois, vous savez que les Américains sont intervenus avec les Français en Libye. Vous avez vu sur plusieurs champs de terrain et puis ils ont fait des désordres comme ils ont assassiné qui voulaient commettre des crimes. Mais la Russie s'est tue. Mais cette fois-ci, la Russie est venue comme une alternative pour apporter la justice, pour leur dire désormais, attention, le monde ne vous appartient plus seul. Désormais, vous devez tenir compte de la puissance russe. Et comme ça va encadrer l'action. Vous voyez que partout sont passés les Russes. On trouve Wagner et puis on trouve que c'est des mercenaires, un truc comme ça. Mais écoutez, la guerre n'a de sens que lorsque, pour les Occidentaux, n'a de sens que lorsque il y a un gisement minier. Tant qu'il y a du pétrole, tant qu'il y a des mines, des minerais, la guerre ne cessera jamais. Et tant qu'il n'y a pas une force pour contrebalancer les énergies des forces capitalistes, le monde ne pourra pas être équilibré. Donc un monde unipolaire, c'est difficile, parce que ce serait un monde de désordre, mais il vaut mieux qu'on ait un monde bipolaire cette fois-ci, mais sur la rationalité. Donc que les deux forces émergent, que la Russie, l'Union soviétique d'hier, émergent pour essayer de contrer les avancées parfois irrationnelles des forces capitalistes. Ça permettrait au monde d'avoir une avancée sur la sérénité. Nous avons besoin d'un monde de paix et nous devons travailler pour la paix. Il faut que les organisations internationales que nous créons soient plus crédibles. Sinon, l'ONU aurait pu agir si elle était crédible. Vous savez évidemment que pour nous qui sommes dans la communication, on se dit que pour être écouté, il faut être crédible. Et pour être écouté aussi, il faut d'abord être présumé compétent. Et il faut avoir la posture. Alors, si vous n'êtes pas crédible, si vous n'avez pas la posture qu'il faut, comment voulez-vous aller parler à la Russie pour qu'elle vous écoute? Vous avez vu, il y a eu des entretiens entre le président Macron et le président russe. Vous avez vu le format, bon, je ne vais pas dire plus. On vous aura compris, nous sommes tenus par le temps. Dernière rubrique de cette émission, les potins de la toile.
Les potins de la toile, cette semaine, l'information a circulé, vous l'avez lu certainement, le président d'une association de jeunes écope de 5 ans de prison pour avoir violé au cours d'une soirée une handicapée en état d'ivresse. Je trouve que la sanction mérite d'être saluée pour décourager tous ceux qui agissent en prédateurs sexuels. Et malheureusement, le cas ici choque davantage parce que c'est un président d'association qui pose un acte ignoble à l'endroit d'une personne vulnérable. C'est dire que les gens n'ont pas, malgré tout ce qui se fait aujourd'hui pour protéger les personnes vulnérables dans notre pays, les gens n'ont pas encore pris conscience et pensent que s'il est loisible d'abuser de la faiblesse des autres. Donc, si la justice peut être toujours aussi prompte pour décourager ceux qui posent de ces actes ignobles, notre société va de mieux en mieux s'assainir. Francis Lojatade, je rappelle les faits, au terme d'une soirée de gala de passation de charge d'une association de jeunes, le mis en cause a abusé sexuellement d'une femme handicapée qu'il devait ramener chez elle. La femme, qui n'était pas totalement lucide, s'est réveillée nue dans le lit de l'accusé, sans ses sous-vêtements. Ayant constaté des saignements, elle a saisi la justice. Oui, je crois que c'est regrettable, parce que les faits remontent au 16 juillet. Dernier. Oui, voilà. Et puis, au 16 juillet dernier, et puis, je crois que la justice s'est prononcée, le verdict est tombé le 23 août. Oui. Bon, je suis parfaitement satisfait du jugement qui a été rendu, mais c'est que ces faits se répètent, c'est devenu récurrent. En dépit de l'engagement du chef de l'État à lutter comme ça, en dépit de l'INF, parce que l'Institut national de la femme s'est investi sous son nouveau format à lutter contre les cas d'agression sexuelle, les cas de viol, les cas d'agression aux femmes. Bon, donc, je crois que les citoyens sont têtus. Qui plus est, un jeune, président d'une association de jeunesse. Non, je trouve que ce n'est pas digne. Il faut que nous puissions décourager de pareils actes dans nos sociétés. Mais il faut faire de la sensibilisation, en fait, aussi. Il faut continuer à sensibiliser. Trouvons tous les canaux. Il faut trouver, par exemple, au niveau des chaînes, des thématiques. Il faut trouver des chaînes thématiques qui discutent rien que de ça et dans toutes les langues pour que les gens soient suffisamment outillés et informés. Il faut l'information. Et puis, il faut la communication. Vous savez que l'information, c'est la transmission unidirectionnelle de l'information, en fait, du message. Mais la communication, ça, c'est la transmission réciproque. Il faut qu'on échange. Il faut échanger, il faut trouver, il faut investir. Il faut que l'INF trouve les canaux par lesquels il faut sensibiliser et il faut communiquer. Je crois que si le chef de l'État a créé cet institut, en le remembrant, c'est pour que cet institut joue un grand rôle pour corriger les travers de nos sociétés. Alors, ce qui s'est passé, le viol, c'est un des travers. Donc, il faut corriger ces travers. Et je nourris l'espoir qu'avec les sanctions, avec le rôle de la justice, les prédateurs seront découragés. Le coupable, le mis en cause, devra également verser une somme de 200 000 comme amende et 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la victime. C'est en guise de réparation, certainement. Donc, comme nous le disions... Les séquelles morales sont énormes. Comme nous le disions, malheureusement, l'acte est déjà commis. Et la justice, certainement, a pris la mesure de la situation et a rendu promptement j'allais dire, son verdict pour condamner donc le désormais coupable, parce que ce n'est plus un présumé, le désormais coupable à 5 ans et à ces genres d'amende numéraire. Si cela peut servir à sensibiliser, décourager ceux qui sont dans cette tâche basse et lâche, je crois que ce serait tout heureux pour la protection des femmes dans notre pays. Stop et fin de Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, j'ai reçu Francis Lojatade, analyste politique. Merci à vous. Je suis très honoré. Merci beaucoup. Avec nous également, c'était Ganiou Aïndé, chroniqueur politique. Merci à vous également. C'était un plaisir, merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Prenez le rendez-vous de la rediffusion pour le mardi à 22h30. À dimanche prochain.